Bienvenue à tous. Nous sommes en direct pour parler d'actualité sanitaire. Nous nous réunissons ce soir pour revenir encore une fois sur la situation épidémiologique dans nos hôpitaux. Cette troisième vague qui est du moins inquiétante. Nous nous adressons à vous, téléspectateurs, pour vous protéger de la Covid. Aujourd'hui, seul le retour aux gestes barrières et une vaccination complète peuvent vous mettre à l'abri d'une contamination. Je dis le retour parce qu'on a l'impression que ces gestes barrières ont été complètement abandonnés. Avec mes invités, nous reviendrons sur les nouvelles formes de l'infection qui évoluent avec l'apparition et la diffusion des variants. Quels sont les traitements et quelles sont les complications? Éléments de réponse avec mes invités ce soir. Et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Mihoub Nedjet. Vous êtes maître assistant en anesthésie et en réanimation au CHU de Blida. Bonsoir. Voilà, donc bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Djidjik Reda. Vous êtes chef de service du laboratoire d'immunologie au niveau du CHU de Nîmes-Sousse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation également. Et j'ai l'énorme plaisir également de recevoir le professeur Nafti Salim. Vous êtes pneumophysiologue. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie à vous tous d'être là ce soir pour venir sensibiliser autour de ce sujet d'actualité qui nous inquiète, cette troisième vague justement qui pèse sur nos hôpitaux. Alors, les échos que nous avons depuis un moment disent malheureusement que nos hôpitaux subissent une pression énorme, une saturation au niveau des services Covid, une saturation au niveau de la réanimation. On parle aujourd'hui du manque d'oxygène, d'une pression aussi sur l'Ovenox. Est-ce que la situation est grave, docteur Mihoub ? Alors, concernant la situation, c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence alarmante du nombre de cas ces derniers temps. Au niveau de la réanimation, je peux vous dire que les lits sont saturés facilement. Il est difficile d'admettre et de prendre en charge un malade rapidement, lui trouver une place, un malade de réanimation. Bien sûr, quand on a... Pas seulement la réanimation. Pas seulement la réanimation, même les services Covid, les unités, on va dire les centres d'isolement, ils sont saturés rapidement. Il y a une affluence importante de malades ces derniers temps. Et c'est vrai que sur le plan pratique, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous, en tant que personnel de santé, on se retrouve là devant un afflux de malades et on peut pas les hospitaliser souvent. De toute façon, si la population tombe malade en même temps, toute la population tombe malade en même temps. Justement, vous parliez des mesures barrières qui ont été complètement abandonnées. Donc, même si on a 1000 lits de réanimation et 1000 lits de Covid, c'est clair qu'il est difficile de prendre en charge tout ce monde. Oui. C'est pour ça qu'on remet à chaque fois l'accent sur les mesures barrières et sur la vaccination qui est disponible. Pour le problème d'oxygène, par exemple, il y a beaucoup d'hôpitaux, notamment, alors ces derniers temps, on a écouté notamment des collègues à vous, de l'hôpital par exemple de Douira, qui parlaient du manque d'oxygène et d'une pression aussi sur l'Ovenox. Est-ce que chez vous, par exemple à Blida, vous sentez aussi ce besoin? Nous, franchement, à Blida, comme la structure, c'est une grande structure de réanimation qui a été mise en place dès le début de l'épidémie, on ressent un peu moins cette diminution par rapport, je parle de l'oxygène, par rapport à des centres ailleurs, effectivement. Mais ça reste quand même des places limitées et des moyens quand même assez limités. Quand on a une affluence de malades, c'est clair que ça sera rapidement dépassé tout ça. Oui. Je rappelle juste que le ministre de l'Industrie pharmaceutique a annoncé justement ce matin l'augmentation de la production de l'oxygène de l'ordre, donc ce sera 500 000 litres par jour. Il y a aussi le ministre de la Santé qui a effectué une sortie sur le terrain cette semaine. Il a annoncé l'augmentation notamment de la capacité hospitalière pour contenir justement ce flux de malades. Alors il a annoncé, je cite, qu'il était inadmissible de refuser l'accès aux malades sous prétexte qu'il n'y a pas de place. Mais en réalité, j'ai envie de dire, concrètement, à quel point ces mesures sont... c'est-à-dire, quelle est la faisabilité finalement de cette mesure, sachant les moyens et connaissant les moyens dont nous disposons, professeur Djidjik? Merci. En fait, nous traversons actuellement une situation compliquée, difficile, très préoccupante, à la limite alarmante. Nous sommes en pleine vague, troisième vague. Il y a une recrudescence du nombre de cas, une augmentation exponentielle du nombre de cas. Maintenant, il faudrait savoir que probablement nous avons des milliers de cas de Covid-19. Ce qui arrive à l'hôpital, en fait, c'est les 5% ou peut-être les 5 à 10% qui arrivent à l'hôpital qui ont besoin d'oxygène. Oui.
Effectivement, l'Algérie a connu peut-être des situations un peu difficiles durant la première vague et la deuxième vague. Mois de novembre, les hôpitaux se sont adaptés. Il y a eu une ouverture d'un certain nombre de lits. Et ensuite, à partir du mois de janvier, la situation épidémiologique s'est un peu améliorée. Ce qui s'est passé, on est revenu un peu à la situation hybride. On prenait en charge les Covid et les non-Covid. Les services ont repris un peu leur activité normale, les services de chirurgie, les services médicaux. Et maintenant, avec cette troisième vague, je pense que ce qu'a dit Monsieur le ministre de la Santé, c'est que nous devons revenir à la situation de novembre, au moins avoir le nombre de lits qu'on avait mobilisés au mois de novembre. Mais maintenant, il reste clairement établi devant un pic comme celui-là, avec une augmentation exponentielle. Aucun pays au monde ne pourra faire face à cet afflux important de malades qui ont besoin d'oxygène et de réanimation ou d'un lit au niveau d'un hôpital. Je pense que le seul moyen qui reste maintenant pour nous, pour freiner cette vague ou cette agression par cette troisième vague, c'est de respecter les mesures barrières. C'est le seul moyen d'atténuer un peu la force de cette vague et d'étaler ce pic dans le temps pour pouvoir absorber ce flux de malades dans les hôpitaux. Oui. Ça reste le seul moyen pour le moment. Oui, en tout cas, on va en parler pendant toute cette émission. Hein. Je pense que c'est un point auquel on reviendra pendant toute l'émission. Alors, professeur Nafti, le docteur Djidjik vient d'en toucher un mot. On a eu une période de stabilité, près de 4 mois à peu près, hein, où la situation épidémiologique a été stable au pays. Si on voit aujourd'hui les carences qui sont déclarées ou pointées du doigt par certains de vos collègues, est-ce que quelque part il y a quelque chose quand même qui ne va pas dans notre système de veille? Est-ce qu'on n'a pas pu nous préparer? Est-ce que ce n'était pas prévisible de tomber encore une fois dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre? Absolument. Nous vivons le même scénario, c'est un bis repetita de l'année dernière. Nous sommes de mauvais élèves finalement. Nous sommes de mauvais élèves, nous n'avons tiré aucune conclusion de la vague de l'été passé. Bas de cette année, absolument. De l'année précédente. Juillet dernier. Nous étions dans le confinement, les gens ont respecté les consignes, et puis après, avec le ramadan et avec l'Aïd, etc., et le début des vacances, les gens se sont laissés aller. D'autant plus que les chiffres officiels étaient très rassurants. Ce qui donne bien sûr une sécurité, fausse sécurité à la population. D'où le relâchement. Puis on me dit c'est le relâchement de la population. Effectivement, dans n'importe quel pays, les populations ont tendance à vouloir se balader, se marier. C'est un peu la nature humaine. Hein. La nature humaine. Mais excusez-moi, que font les autorités pour arrêter ce relâchement? Il faut des sanctions. Il faut d'abord de la sensibilisation, il faut des avertissements, et puis après on passe aux sanctions. Absolument. C'est la démarche classique de toute... Mais si vous dites « Ah, c'est la population, se sont relâchés », je ne suis pas d'accord, non. La population se relâchera. Et dans des pays les plus démocratiques du monde, on a sanctionné et on a sévèrement condamné les gens qui ne respectaient pas... Oui, on a verbalisé. On a verbalisé absolument. Les gens. Alors pourquoi on ne le fait pas ici? Et vous voyez maintenant, vous savez madame, ce masque qui est là, il a un prix. Il a un prix et il doit être acheté par le père de famille qui peut-être n'a pas les moyens. S'il a 5 enfants avec sa femme, ils sont 7. Imaginez le budget que représente l'achat uniquement des masques. Ajoutez à cela les dépenses liées peut-être au gel hydroalcoolique, etc., etc. C'est pas possible, on ne peut pas. Pourquoi il n'y a pas un effort pour faire en sorte que ces masques puissent être fabriqués chez nous et qu'on les distribue gratuitement ou à un prix très symbolique, et puis donner aux nécessiteux? Non, on laisse les gens faire, et maintenant il y a une multitude de masques qui sont en circulation et qui ne répondent à aucune norme. À aucune norme, et je maintiens, je persiste et je signe. Oui. Donc il faudra que nos autorités puissent regarder ces points de détail qui sont peut-être même oubliés par certains et qui font l'essentiel. Parce que c'est grâce à ça que nous serons protégés. Et c'est grâce à ça que nous allons mettre un frein à cette explosion. Sinon, eh ben, nous allons nous retrouver dans une situation difficile à gérer, où les moyens seront débordés, déjà que nos collègues, nos confrères et tout le corps médical et tous les professionnels de santé sont à bout. Oui, justement, vous me tendez une perche, professeur Nafti. Vous parlez du personnel médical, ou voilà, des médecins, ou du personnel soignant d'une manière plus générale, qui a payé un lourd tribut justement dans cette pandémie. Quelque chose comme 200 décès à peu près, hein, parmi le personnel soignant. Aujourd'hui, j'imagine
j'imagine que vous êtes à bout de souffle. Vous faites partie justement d'un collectif, hein, Dr Mihoub, qui a fait, alors ça s'appelle l'AMEN, hein, voilà, Algerian Medical Network, qui est un réseau donc de médecins. Et vous faites de la sensibilisation justement. Tout à fait. En fait, c'est l'Algerian Medical Network. C'est donc on est un groupe de médecins, alors toutes spécialités confondues, algériens. Alors d'ici et de l'autre côté, de la Méditerranée. On a des objectifs. En fait, c'est un groupe collectif qui a été créé depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire janvier-février 2020. Justement, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était le networking, c'est-à-dire garder un contact entre les médecins algériens d'ici et d'ailleurs pour faire de la sensibilisation et de la collecte aussi pour affronter cette épidémie. Oui. Donc c'est un groupe médical, scientifique. Donc il y a un échange, il y a des tables rondes, il y a des webinaires, il y a une formation, d'accord. Et on a un site. Une page Facebook et Oui, vous êtes très présent sur les réseaux. Voilà, et une chaîne YouTube. Donc, il y a un contenu scientifique en continu, il y a l'actualité Covid. Bon, ça concerne la Covid-19 parce que c'est l'actualité, mais c'est vrai qu'on a travailler aussi avec la PCH. La PCH, tout à fait. Donc justement, ça c'est le premier volet, c'est le networking, c'est la formation. Le deuxième volet, c'est un volet humanitaire. Bon, le deuxième volet, c'est un volet de sensibilisation. On fait des campagnes de sensibilisation, on fait plein de vidéos dans le but de demander aux gens de respecter toujours les mesures barrières sur la vaccination et tout. Le troisième volet, c'est un volet humanitaire en fait. On fait une collecte de dons et on achète du matériel médical pour les malades, notamment les systèmes pour l'oxygénation, les masques à haute concentration et du matériel de protection pour le personnel soignant. Donc, et je peux vous rassurer que ces dons, et ça marche dans la légalité la plus absolue. Donc, on est en collaboration justement avec les autorités sanitaires algériennes, avec la PCH, avec certaines associations comme les CAF et la Chifa, donc, dont le secrétaire général de l'association Chifa, Dr Mekki, qui est un référent en immunologie, en virologie, internationale. Donc, on essaie de nous s'entraider sur le plan scientifique, sur le plan médical, d'aide, donner du matériel et cela dure depuis le début du mois de janvier, la crise. Je rappelle juste que vous êtes donc présent sur Facebook mais aussi sur YouTube, AMN, campagne. On peut vous trouver. Je peux vous donner des exemples sur les dons qui ont été acheminés. Donc il y a eu des brièvement. Dons. Voilà, brièvement. On a eu donc des dons un peu partout à l'est, au nord, l'ouest et le sud du pays. Donc il y a eu des dons à Biskra, à Taref, à Alger, à Blida et la liste est longue, Oran, Tlemcen, et je peux vous dire que actuellement on compte plus de 60 régions dans le pays, c'est-à-dire des confrères qui sont un peu partout dans les EPSP, les CHU, les EPH, et on compte plus de 4000 followers sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance, en tout cas. Merci. Voilà, maintenant, s'il y a des gens qui veulent se joindre à vous et vous aider. Tout à fait, il y a plus de détails sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Absolument, ils peuvent trouver donc, en tapant AMN sur Facebook ou YouTube. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement qui revient sur la situation actuelle, mais aussi sur le seul rempart, j'ai envie de dire, contre cette situation, en l'occurrence les gestes barrières, mais aussi la vaccination. Regardez, c'est un sujet signé Jazia Bayou. C'est une situation bien alarmante que connaît l'Algérie ces derniers temps après la flambée des cas de contamination au Covid-19. Les appels à la vigilance quant à la situation épidémiologique se multiplient. Les spécialistes sont unanimes. La tendance haussière des contaminations et de malades en réanimation se confirme de jour en jour. La situation commence à se saturer. Nous accueillons de plus en plus de cas critiques et graves. Nous avons malheureusement même enregistré des décès. Avec des décès même, la deuxième vague qui fait en sortant de la deuxième vague, nous pensions avoir fini avec cette pandémie. Malheureusement, avec la négligence des citoyens, nous ressentons les premiers signes de la troisième vague. Les premiers signes de la troisième vague.
Nous vivons le même scénario que l'an dernier en cette même période. Les services Covid sont saturés, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Les unités de consultation sont toujours pleines. Le service de réanimation est également dédié aux personnes atteintes de Covid-19. Si l'ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire s'accordent sur le rebond inquiétant de l'épidémie du coronavirus en Algérie, il n'en demeure pas moins que le pays se trouve bel et bien confronté à la troisième vague, tant redoutée. Une raison de plus pour rappeler l'importance de la vaccination. Devant la saturation de l'hôpital de Chtaïbou, le centre hospitalo-universitaire d'Oran a mobilisé tout son personnel médical et paramédical pour répondre à la forte affluence. 4 autres services seront mobilisés prochainement. Les citoyens doivent respecter les mesures barrières et se faire vacciner, car le vaccin a un rôle très important dans la lutte contre ce virus. Il faut impérativement respecter les gestes barrières, la distanciation physique, le port du masque et surtout la vaccination. Je suis venue aujourd'hui, je suis avec mon fils. Je suis venue parce que je suis convaincue. Et faire le vaccin, c'est très important pour nous. C'est d'abord c'est pour notre santé. Et on voit que le corona, ça progresse. Donc on veut éviter le pire. Je ne vous cache pas, au départ j'étais très réticent, mais vu le nombre de cas en augmentation, la vaccination devient nécessaire. Moi, j'ai suivi le conseil de mon médecin, surtout que je suis un malade chronique. Moi, ce que je dirais, je passerai un message à toutes ces personnes et à toute la population. La vaccination ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contaminé. On peut attraper la maladie, sauf que la vaccination va diminuer des complications de cette infection Covid-19. Et puis, même si on se vaccine, on doit toujours respecter les mesures barrières. La recrudescence des contaminations au coronavirus serait due au relâchement des citoyens dans l'application des mesures préventives. Les gens se sont complètement laissés aller. Il n'y a qu'à venir à l'hôpital pour se rendre compte à quel point la situation est grave. Il faut que les gens prennent conscience de la situation. Il est important de se faire vacciner, surtout pour les personnes âgées. Donc j'ai 68 ans, arrivé à 7 h du matin. Je suis en 10e position, il est à peu près 9h30. Alhamdoulilah, je passe parmi les premiers. Mais je tiens à me faire vacciner à mon âge. L'épidémie semble donc de retour parallèlement avec la saison estivale, caractérisée par les fréquentes rencontres des citoyens, d'où la nécessité de redoubler de vigilance et s'adonner strictement aux mesures de prévention pour se protéger contre ce virus mortel dont les symptômes pourraient persister plusieurs mois. Ce Covid lent est désormais reconnu par l'Organisation mondiale de la santé qui ne cesse de rappeler l'importance de se protéger contre ce virus mortel. Oui, un virus mortel malheureusement. On incrimine, alors on l'a vu un peu dans le reportage et on en parle, on incrimine beaucoup aujourd'hui le relâchement de la population, mais pas seulement, on va parler aussi des variants, peut-être professeur Djidjik, qui se propage à une vitesse très importante. On parle aujourd'hui d'un R0 qui avoisine de 8 ou peut-être plus pour les variants, ce qui rend aussi la maladie beaucoup plus contagieuse. Ça explique un peu ce rebond spectaculaire de la pandémie. Oui, absolument. Vous savez que le SARS-CoV-2 est un virus ARN et dans la fonction biologique de prolifération de ce SARS-CoV-2, dans sa contamination, donc quand il fonctionne,
il y a une machinerie qui fait des erreurs et probablement c'est ce qui engendre des mutations. Il y a des milliers de mutations qui se font dans ce SARS-CoV-2, mais en fait on parle de quelques-unes, les plus importantes, les plus préoccupantes à la surface de ce virus qui donnerait... diffusé peut-être. Absolument. Maintenant, les variants qui émergent un peu, où on parle beaucoup de variants alpha, bêta, delta, en fait ce qui caractérise un peu ces variants, ce n'est pas un niveau de virulence plus élevé, mais plutôt un niveau de contamination. Ils sont plus contaminants en comparaison à la première souche du virus original de 2019. Je pense que nous sommes surtout pour le Delta devant un virus qui se propage à une vitesse alarmante et vraiment, si on peut donner un peu un ordre de grandeur, c'est 50% plus important quand on le compare par rapport à la souche britannique ou aux variants britanniques. Donc c'est cela qui expliquerait un peu cette vague, cette explosion de cas. Je pense que c'est le variant Delta qui est en train de donner cette vague, troisième vague. On ne fait pas de séquençage aujourd'hui, mais vraisemblablement, ils seront bien diffusés. Je pense qu'il y a eu quelques cas qui ont été séquencés à l'Institut Pasteur, qui ont confirmé un peu la présence du variant Delta, et que probablement actuellement, c'est lui, ce variant qui est dominant, qui prédomine un peu dans cette vague. Oui. Alors il y a professeur Nafti, clairement, une dynamique virale qui s'est installée avec une diffusion peut-être ou une circulation élevée de près de 50%. Alors il y a les variants qui donnent un nouveau souffle, comme le disait à l'instant le professeur Djidjik, au virus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la maladie est plus grave ? On peut dire aujourd'hui que l'infection, parce qu'on parle beaucoup de changements sur le plan clinique, est-ce que la maladie est aujourd'hui plus grave ? Pour le moment, on constate effectivement que le nombre de patients augmente sans arrêt, mais ce n'est pas aussi grave qu'au début. C'est-à-dire qu'en plus, grâce aux connaissances qu'on a acquises sur le virus et sur la maladie, sur son mécanisme physiopathologique et comment il réagit dans l'organisme humain, on arrive quand même à maîtriser les maladies, à éviter que les sujets ne décompensent rapidement et ne tombent dans un état de coma, etc., et bien sûr de mort. Mais ceci, il faut attendre encore parce que ce virus qui est là actuellement, le virus indien, comme ils disent, il est très, très, très dangereux. Il se propage vite et actuellement, sa caractéristique, c'est qu'il s'attaque aux plus jeunes. Oui. Ce sont les enfants et les sujets adultes jeunes qui sont le plus atteints. On a vu un cas assez tif d'un enfant de 5 ans qui a été admis en réanimation. J'ai personnellement reçu 3 jeunes patients de 8, de 12 et de 14 ans qui étaient virus Covid positifs. D'accord. Sauf qu'on ne voyait pas il y a quelques mois. Parce qu'au début, avec la souche initiale de Wuhan, les enfants étaient indemnes complètement, ou étaient porteurs sains, comme on les appelait. Oui. Mais maintenant, non, ils deviennent eux-mêmes les premières cibles. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier. Si ça continue comme ça, la rentrée prochaine risque d'être catastrophique. Très dangereuse. Oui. Très dangereuse. Absolument. Et c'est pour cela que dès maintenant, il faudra que nos autorités pensent à protéger ces enfants, à prendre les mesures, parce que la diffusion, ces enfants infectés vont à nouveau infecter les sujets âgés. Est-ce qu'on pourrait aller vers la vaccination des enfants, justement ? Mais attendez, commençons d'abord par vacciner. Ceux qui peuvent les contaminer déjà, leurs parents. Voilà, les parents, les adultes, les sujets âgés, les sujets à risque, comme on les appelle. Et puis après, il faudra envisager très sérieusement la possibilité de vaccination de ces petits. Oui. Parce que ce sera eux qui vont véhiculer. Et alors là, je ne vous dis pas quelle est la catastrophe programmée qui va arriver, mais ça va être vraiment un déferlement catastrophique. Oui. On espère ne pas arriver là, mais c'est très probable. Oui. Le message est lancé en tout cas, j'espère que les autorités prendront les mesures nécessaires avant cette rentrée. Docteur Mivoub, justement, vous qui êtes dans les urgences et puis dans la réanimation aussi, donc vous êtes tout le temps en contact avec les malades. Alors en Europe, on parle aujourd'hui d'une grande capacité de contamination de ces variants, mais on dit que c'est vrai que les nouveaux variants sont très contagieux, mais la maladie n'est pas plus dangereuse. Est-ce que vous le constatez de visu aujourd'hui avec les cas que vous voyez ? La maladie n'est pas plus dangereuse aujourd'hui parce qu'on parle aussi de cas graves. Alors, moi, ce que je peux vous dire, ce qu'on constate en réanimation par rapport à la souche initiale, comme disait professeur Nafti, donc les malades sont, on va dire, les malades de réanimation, c'est les mêmes, ils arrivent en détresse respiratoire, on ne s'en rend pas compte. Mais après, quand on fait l'interrogatoire, on cherche, on fouine un petit peu. L'anosmie qu'on décrivait souvent, c'est-à-dire il y a un changement dans le profil. Il y a un petit changement dans le profil, oui. Ça ressemble plus à un virus de la grippe avec des rhinorrhées. C'est important de le rappeler. Alors aujourd'hui, comment on reconnaît qu'on est Covid ?
Alors, ce que je peux vous dire, que toute symptomatologie durant cette épidémie, tant qu'on est en pleine épidémie, toute symptomatologie des voies aériennes supérieures, il faut s'alerter et aller consulter. C'est-à-dire avoir un rhume, il faut pas se dire, c'est ça, il ne faut pas se dire que non, c'est un simple rhume, non, c'est un simple ceci, non, c'est la climatisation, ce que les gens ont tendance à dire. Non, une symptomatologie respiratoire, c'est-à-dire le nez qui coule, une obstruction nasale, une douleur au niveau de la gorge, des maux de tête, une douleur thoracique. Il y a aussi des symptômes, on parle beaucoup de symptômes digestifs aussi aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est dû à la pastèque que j'ai mangée la veille, par exemple. C'est ça, on voit beaucoup de symptômes digestifs, type diarrhée, douleur abdominale. On voit beaucoup quand on fait l'interrogatoire avec les parents ou nos malades de réanimation. C'est vrai que le profil clinique a complètement changé. Nous, franchement... On parle plus d'anosmie et d'agueusie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte de goût. D'après nos constatations, ça a un peu diminué. C'est-à-dire les malades, en général, ils venaient, ils disaient ça a commencé avec une anosmie. C'est comme ça que je me suis alertée que faire le test ou aller me consulter. Mais maintenant, ils nous disent non, j'ai eu une symptomatologie respiratoire, j'ai eu un mal de tête ou carrément rien du tout. D'emblée, c'est la détresse respiratoire. C'est ça en fait qui est grave aussi dans la troisième vague. Peut-être qu'on désature très rapidement. On désature très rapidement. Alors je trouve que le temps, ça se propage vite les symptômes évoluent rapidement et la population, le profil de la population a changé. Avant, c'était des malades à risque qui arrivaient en réanimation. C'était les diabétiques, les cardiopathes, voilà, les malades, des insuffisants rénaux chroniques et tout. Maintenant, on voit des sujets de beaucoup plus jeunes et sans tard. En bonne santé et sans facteur de risque, qui font des formes graves. Donc là, c'est vraiment la sonnette d'alarme qu'il faut... C'est-à-dire... C'est pour dire aussi que tout le monde doit se faire vacciner, même si on est jeune et en bonne santé. Le professeur Nafti parlait des enfants, on n'en sait rien, on est au début de la vague, donc ça peut toucher les enfants, c'est la catastrophe si c'est le cas. Donc il faut vraiment être vigilant et revenir sur les deux moyens de protection, les deux et uniques moyens de protection qu'on a actuellement, c'est la vaccination et les mesures barrières. Oui. Alors en préparant cette émission, on en a parlé un peu, docteur Mihoub, vous avez parlé de clusters familiaux, on parle aujourd'hui beaucoup de clusters familiaux. Bon, ça s'explique un peu, vous allez me dire, par le relâchement, parce qu'il y a eu des fêtes qui ont été organisées à l'occasion de la 6e, à l'occasion du brevet, des fêtes de mariage malheureusement. Mais il y a aussi une constatation, par exemple, si un membre d'une famille qui est admis en réanimation, c'est les autres aussi qui vont arriver. Est-ce qu'on peut parler de prédisposition génétique, par exemple, ou une fragilité face au Covid chez certaines familles ? Alors là, oui, bon, ce n'est pas caractéristique de cette troisième vague. Par exemple, le groupe sanguin aussi, parce qu'on en a parlé aussi à un moment donné. À un certain moment, le groupe sanguin. Mais en fait, je voulais juste revenir à votre question concernant la spécificité de cette vague. Mais en fait, ce qu'on voit, nous, au niveau des hôpitaux, ce sont les formes graves. Et on oublie que ce que représente la population hospitalière Covid, ce n'est que 5%. Oui, parce que c'est ça ce qu'il faut avoir. C'est pas représentatif. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a les 95% qui sont dans la nature, qui sont chez les privés, ils sont chez eux en automédication. C'est-à-dire qu'on n'a pas le véritable profil clinique dans les hôpitaux. Je pense que cette vague ou ce variant qui circule maintenant n'est pas aussi dangereux. C'est le même taux de mortalité que nous avons depuis le début de la pandémie. Il n'y a pas une mortalité plus importante qu'avec ce variant ou les variants qui ont précédé. C'est un peu normal vu le nombre de contaminations. Nous n'avons pas les véritables chiffres. Nous sommes probablement devant des milliers de cas qui sont de chez eux. Vous avez parlé de clusters familiaux, de voisins. Il y a plein de malades qui ne viennent pas au nouveau Ils sont majoritaires, parce qu'ils n'ont pas besoin d'hôpital, ils se font traiter pas avec le traitement classique, la vitamine C, les Zithromax, les antibiotiques, ils sont chez eux, ils se rétablissent dans une... C'est ça, là, il faut se rappeler ça. Maintenant, vous me parlez de la prédisposition génétique. Effectivement, depuis le début de la pandémie, il y a eu certains travaux qui ont démontré probablement qu'il y a une fragilité familiale. On a incriminé un peu le groupe sanguin, probablement. Il y a peut-être des dysfonctionnements dans le système immunitaire qui font que nous sommes un peu plus vulnérables devant ce virus respiratoire. Ça, c'est des choses qui existent, mais ce n'est pas quelque chose de général. C'est des cas particuliers, peut-être probablement une fragilité immunitaire, des mutations dans certains... Ça a été relevé par des médecins en réanimation, hein, c'est pour ça que je pose la question. Hein. On a remarqué, par exemple, quand il y a des décès dans une famille, on a 2-3 décès dans la même famille. Probablement, c'est dû, je vous ai dit, peut-être à une prédisposition génétique, un mauvais fonctionnement du système immunitaire qui aggraverait un peu cette infection Covid-19.
Si vous permettez, je souhaiterais rebondir sur l'automédication. Donc, on constate que les gens, maintenant, vont au pharmacien directement, ils s'achètent leurs propres médicaments. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question. Excusez-moi. Oui, non, allez-y. Donc, je tiens à le dire parce que on voit les gens, comment ils se comportent. Alors, je tiens à dire à la population qu'on ne peut pas donner le même traitement avec les mêmes doses chez toute la population. C'est pas stéréotypé. Alors, chaque malade, c'est un cas. Un malade qui n'a aucun antécédent, c'est pas comme un malade qui est diabétique ou qui est cardiopathe ou qui est hypertendu. Donc chaque malade, c'est un cas particulier. Donc on établit l'ordonnance selon son cas. Donc c'est pas stéréotypé, c'est pas acheter ceci, acheter cela, et c'est comme ça, c'est ça le traitement du Covid. Je souhaite alerter la population dans ce sens. Oui. Voilà. Professeur Nafti, justement, quel est le comportement à avoir quand on doute aujourd'hui qu'on a la Covid? Alors beaucoup de gens vont vers l'automédication. Est-ce qu'il faut avoir par exemple ce qu'on appelle un saturomètre, c'est ça? Est-ce qu'on doit avoir ça à la maison? Quel est le comportement à avoir aujourd'hui si on doute qu'on a la Covid? La première des choses, c'est d'abord d'aller consulter, de voir un médecin, et ne pas, comme dit le docteur Mehoup très justement, de sauter chez le pharmacien du coin et d'acheter la panoplie de Zitromax, Zinc et compagnie. Ça, c'est archi faux, mais archi faux. J'attire aussi l'attention, je fais un appel à nos collègues et amis pharmaciens d'éviter, s'il vous plaît, cette distribution anarchique d'antibiotiques et de médicaments sans ordonnance à des gens dont, comme elle a dit, on n'a pas su quel était son âge, sa tare, Non. Il faut arrêter tout ça. Il faut que les choses reprennent leur cours normal. Nous sommes devant une pandémie qui fait des ravages depuis 1 an et demi, 2 ans. Et elle ne va pas s'arrêter. Et le nombre de gens infectés va encore grandir compte tenu de la situation que nous vivons. Alors, s'il vous plaît, d'abord, éviter l'automédication. Ça, c'est très, très important. Parce que ce qui est valable chez mon voisin n'est pas valable pour moi. En plus, vous avez des formes de sévérité de la maladie. Il y en a qui ont des symptômes asymptomatiques complètement, mais qui sont contagieux par ailleurs. Et il y a des gens qui finissent en réanimation et qui ont besoin de soins intensifs. Donc on ne traite pas de la même manière. Il faut que des bilans soient établis. Il faut que l'on évalue la sévérité de la maladie, le terrain sur lequel le virus se propage, pour donner un traitement adapté. Et chaque malade est un cas. Et ne pas faire, comme dit notre collègue Mehoubi, le stéréotypage du traitement et de prendre, soi-disant, maintenant c'est parti, n'importe qui connaît le traitement de la première. Mais ça, c'est pour les formes légères. C'est pas pour tous les malades. Pour tout le monde, oui. S'il vous plaît, prenez l'habitude de consulter, de demander l'avis à votre médecin avant de prendre des médicaments. Parce que certains médicaments... Il faut dire qu'on peut être pris en charge aujourd'hui aussi, parce que vous êtes dans une infrastructure privée. Il faut dire aussi qu'il y a des prises en charge au niveau du privé pour ceux qui ne veulent pas aller dans les hôpitaux. Absolument. Il y a cette possibilité aussi. Les diagnostics maintenant sont devenus accessibles. Si on compare à... on peut faire un test antigénique. Je pense que maintenant les tests antigéniques sont dans tous les laboratoires privés, à n'importe quel laboratoire du coin, on peut faire le diagnostic. Avec un résultat très rapide dans les 10 minutes qui dès qu'on a des symptômes, il faut aller faire ce test. Oui. Absolument, et ne pas diffuser ce virus, parce que beaucoup de gens continuent justement on fait le diagnostic précocement, plus on évite de transmettre, de contaminer le... Pour le saturomètre, est-ce qu'il faut l'avoir chez soi? Parce que une fois qu'on a son traitement, on est parti voir le médecin, on a un traitement, est-ce qu'il faut l'avoir sur soi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de désaturation très rapide. Ça coûte pas cher. Je pense que dans chaque foyer actuellement, il vaut mieux avoir un saturomètre à la maison. C'est vraiment très... Oui, tout à fait. Utile. Moi aussi, je le recommande. C'est comme on a l'appareil pour la glycémie capillaire, comme on a l'appareil pour la pression artérielle, on peut avoir l'oxymètre. On est en pleine épidémie. Donc, comme disait professeur Gigic, donc ça coûte pas cher, donc autant l'avoir dans chaque foyer. Oui. Alors il y a une autre question aussi. Je voulais juste préciser qu'il fallait aussi avoir un thermomètre à la maison. Oui. Parce que... Ça c'est basique, hein, ça c'est le minimum. Je vous promets que la majorité des gens ne prennent pas la température et ils disent il fait chaud, je transpire. Non. Oui. En plein été, on confond la chaleur climatique avec la température du corps. Donc il faut faire très attention. Oui. Et une question aussi qui revient régulièrement sur Internet ou sur la page de l'émission sur les séquelles de la Covid ou ce qu'on appelle le Covid long également. Alors aujourd'hui, alors plus de la moitié des malades présentent un symptôme
au moins un symptôme après la guérison. Au long cours, on va dire, après la guérison, oui. Moi, je peux vous dire, je parle de la réanimation, je sais qu'il y a des séquelles psychologiques, il y a des séquelles de tout type, mais sur le plan neurologique, tout à fait. Cognition. Exactement, cognitif et tout. Sur le plan respiratoire, les malades peuvent développer des insuffisances respiratoires post-Covid. Donc, un essoufflement. Oui, il y a un essoufflement, il y a un changement, c'est-à-dire le malade vous dit, j'ai l'habitude de monter 2 étages facilement, là je suis essoufflé au premier étage. Il y a un changement dans sa capacité fonctionnelle habituelle d'avant le Covid. Voilà, donc il y a eu un changement et parfois quand on explore, on fait des TDM où on trouve des images persistantes qui persistent longtemps. Donc il y a parfois des insuffisances respiratoires malheureusement qui s'installent en post-Covid. On parle aussi de troubles de mémoire, de problèmes de sommeil aussi, professeur Djidjik. Il y a tout type de complications. En fait, la définition exacte du Covid là, quand on a une persistance des symptômes au-delà de 12 semaines, ou des symptômes qui apparaissent au-delà, c'est-à-dire à la 12e semaine. Donc voilà, c'est ça la définition exacte un peu du Covid là. Mais maintenant, les complications, je vous assure qu'il y a de tout. Il y a des complications psychiatriques, nos amis psychiatres peuvent en parler. Les pneumos parlent de fibrose, de gros problèmes de fibrose. Les cardiologues parlent aussi de problèmes cardiaques. Je pense que tous les systèmes, tous les organes peuvent être incriminés ou impliqués dans ce Covid là. Oui. Il y a aussi une autre question aussi dans le même contexte qui est posée beaucoup par les téléspectateurs, notamment pour revenir un peu sur l'anosmie et la gueusie, les gens qui ont la perte de l'odorat. Alors est-ce qu'il y a une solution à ce phénomène? Parce qu'on a lu un peu qu'il fallait par exemple faire des exercices. Est-ce que c'est efficace? Oui. Je pense Il faut d'abord, à la phase aiguë, il faut faire des inhalations de vapeur d'eau. Le virus a une paroi graisseuse qui fond à la chaleur et donc dès qu'il perd sa paroi, il meurt. Et de ce fait, lorsque vous avez les débuts des symptômes à la phase aiguë, vous faites des inhalations de fumigation. Vous prenez une tisane, vous préparez votre tisane et avant qu'elle refroidisse, vous inhalez la vapeur. Et ça, c'est très efficace et ça a été démontré, surtout par les Chinois, qui ont pu résoudre ce problème, surtout de l'anosmie, de manière spectaculaire. Oui, alors voilà, vous avez la solution, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Je vais vous inviter justement à rejoindre la rubrique Focus du Dr Mjdel et on parle avec vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai failli oublier de te dire bonsoir. Alors, vous parlez ce soir du Covid de l'enfant. On en a parlé un peu avec le professeur Nafti, n'est-ce pas, Dr Mjdel? Absolument. Nous parlerons aujourd'hui, à ce dernier numéro de la saison, du Covid chez l'enfant. Alors, nos enfants ont été définis comme tout au début de la pandémie comme les porteurs-transmetteurs du virus. Ils sont porteurs-transmetteurs du virus parce qu'il a été constaté qu'ils sont plus ils sont jeunes, puis ils développent beaucoup plus d'anticorps contre le virus. Il y a des théories qui ont expliqué ça par le fait que les enfants reçoivent tous les virus, toutes les bactéries, donc développent énormément d'anticorps et plus on avance dans l'âge, moins il y a d'anticorps, et ce qui fait qu'il y a jusque-là beaucoup de facteurs qui ont pu protéger cette catégorie de la population de l'atteinte Covid. Actuellement, avec le nouveau variant, nous constatons effectivement qu'une atteinte à des âges plus précoces est constatée. Exemple édifiant, celui de l'enfant qui a été hospitalisé au niveau de la wilaya de Sétif en service de réanimation. Il faut savoir que parmi 10 000 décès par Covid, il y en a un enfant. Parmi 1000 patients hospitalisés en réanimation, il y en a un seul enfant. Par contre, sur une population donnée selon une étude de l'OMS, 3/4 des enfants qui ont été testés ou bien dépistés, 3/4 ont des PCR positives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire auprès de ces enfants-là? Alors, comme pour les adultes, il faut observer les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières, le port de masque, en tout cas après l'âge de 12 ans, le lavage des mains
très fréquents, mais aussi, par exemple, nous sommes à la veille du Eid al-Adha, éviter que ces enfants-là soient au contact des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes qui présentent des pathologies de comorbidité importantes afin d'éviter la transmission du virus qui peut être silencieuse. Oui, justement, ces derniers temps dans la presse, on a parlé aussi de cas d'infection chez les femmes enceintes. Absolument. Alors, dès le début aussi, les femmes enceintes ont été décrites comme des sujets à risque. Pourquoi sujets à risque? Parce que les femmes enceintes, par définition, sont porteuses d'anémie. Elles consomment énormément de leurs nutriments pour nourrir leur bébé. Alors, ce sont des femmes qui sont à risque. Le surpoids, la mauvaise alimentation fait de tout ça qu'elles soient des personnes à risque. Beaucoup de questions autour de la vie d'une femme enceinte au milieu du Covid ont été posées. Alors, premièrement, oui, elles sont à risque. Deuxièmement, est-ce qu'une femme enceinte atteinte du Covid doit obligatoirement accoucher par césarienne? Non. Au fait, tout dépend de la situation obstétricale de la femme. La césarienne n'est pas systématique. Peut-elle prendre son bébé à la naissance? Oui, elle peut le prendre. Elle peut le prendre dans ses bras, l'allaiter le plus normalement du monde, mais avec des précautions par rapport à la transmission aérienne, bien sûr, le port de bavette, le lavage des mains, effectivement. Et troisièmement, est-ce qu'une femme enceinte peut être vaccinée? Oui, une femme enceinte dont la grossesse se tient normalement, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas de diabète qui est déséquilibré, il n'y a pas de prééclampsie, il n'y a aucun problème à la faire vacciner. Toute perturbation dans le déroulement de la grossesse au cours d'une infection Covid doit emmener impérativement à faire consulter la patiente et de la prendre en charge en milieu médical. Oui, merci beaucoup Dr Mejdel pour toutes ces explications. Vous avez parlé de la vaccination de la femme enceinte, vous me tendez une perche justement. On va parler de vaccination puisque on en parle depuis le début de cette émission comme étant le seul rempart aujourd'hui. Alors peut-être que la solution à ces files de malades dans les services de nos hôpitaux serait peut-être des files aussi de personnes qui se font vacciner. Vous êtes d'accord avec moi, le professeur Nafti? Entièrement d'accord, oui, parce que quand on fait une infection par le Covid-19, on développe une certaine immunité, mais elle reste infiniment insignifiante par rapport à l'immunité que confère le vaccin. C'est pour cela que la vaccination doit être est la seule manière d'essayer d'éviter... Attention, ce n'est pas une panacée. Le vaccin n'est pas un traitement. Le vaccin est une prévention. Donc, il permet d'éviter que l'on soit contaminé. Et au cas où on est contaminé par une contamination intensive, on développe une maladie, mais qui est censée être beaucoup plus légère que les formes où il n'y a pas de vaccination. Là, ça confère donc une immunité individuelle, mais cette immunité individuelle va se propager si on vaccine beaucoup de gens à la collectivité. Bien sûr, c'est un enjeu collectif, la vaccination, c'est clair. Alors justement, la vaccination est lancée depuis janvier dernier. On est à peu près à 2 millions de vaccinés, ce qui reste très peu par rapport aux objectifs que nous avons en tant que pays où on est plus de 40 millions d'habitants. Alors quel est le taux aujourd'hui qu'il faut atteindre pour justement faire face à la menace des variants? Pas pour faire la menace des variants, pour se protéger contre la Covid-19, parce qu'en fait... Je parle des variants parce actuellement, oui. Voilà, parce qu'une immunité de 10% reste très insuffisante. Ce qui est rassurant actuellement, c'est que ces nouveaux variants qui circulent, les vaccins qui sont en circulation, qui sont commercialisés, ces vaccins protègent contre ces variants. Effectivement, si vous me parlez du variant Delta, il y a une petite diminution de l'efficacité qui est de l'ordre de, disons, 50-60% d'efficacité en comparaison aux autres variants. C'est vrai que le Delta, avec les vaccins, il y a une baisse d'efficacité, mais pour le moment, ça reste quand même efficace. Le risque, c'est qu'il y a un glissement, un shift assez important de ces variants où les vaccins actuels ne seront plus efficaces. Mais je pense que l'industrie pharmaceutique est derrière. C'est une course entre la science et les variants. Je pense que s'il y a un shift, un glissement, il y aura probablement, on parle d'une 3e dose, d'une 4e dose, une réadaptation un peu de ces vaccins avec les nouveaux variants qui vont circuler bientôt dans le futur. Voilà. Mais maintenant, actuellement, la vaccination, vous l'avez dit, reste la seule solution si on veut revenir à une situation normale. Le vaccin ou la vaccination connue depuis une centaine d'années, ça a été
j'allais dire, une solution qui a permis de sauver des millions d'individus. On ne peut pas décrier la vaccination comme un moyen très dangereux, c'est pas possible. Quand on fait la balance risque-bénéfice, les bénéfices de la vaccination l'emportent largement devant les risques. C'est un peu légitime, à vous entendre parler déjà, professeur Djidjik, c'est un peu légitime de se poser des questions sur l'efficacité des vaccins aujourd'hui qu'on a de nouveaux variants. Permettez-moi de vous poser la question sur le vaccin chinois, celui avec lequel on est en train de vacciner aujourd'hui, le Sinovac en l'occurrence, qui a déjà une efficacité de 60%, je pense, à peu près. Et avec les variants, elle diminue cette efficacité. Donc, c'est un peu légitime de se poser des questions. Oui, mais je ne dis pas que ce n'est pas légitime de se poser les questions. Mais actuellement, ce que nous avons entre les mains, nous sommes devant une situation grave, une situation exceptionnelle. Nous avons ces vaccins qui sont entre les mains. Vous parlez des vaccins chinois qui ont une technologie classique, c'est-à-dire un virus, ils utilisent un virus entier atténué ou inactivé. Nous avons aussi des vaccins... C'est une technologie très connue. Très connue, très ancienne, si vous voulez. C'est les premiers vaccins qui ont été développés sur cette planète, ce sont des vaccins à base de virus entiers, si vous voulez, ou de bactéries entières, inactivées ou atténuées. Maintenant, la science s'est développée. Je pense qu'il y a de nouvelles technologies. On parle de vaccins adénovirus, on parle de vaccins ARN. Je pense que ce sont des nouvelles technologies qui vont permettre à l'humanité de faire de très belles choses. Pas dans le domaine de l'infectieux, peut-être dans le domaine de la cancérologie, dans le domaine de la maladie auto-immune. Donc, il y a des belles choses qui arrivent grâce à cette Covid-19, je pense à cette pandémie. En utilisant les vaccins ARN, nous pourrons espérer, nous pourrons comprendre un peu le fonctionnement de ces vaccins ARN pour traiter d'autres pathologies comme le cancer, les maladies inflammatoires. Maintenant, il est légitime de se poser les questions, mais c'est à nous d'un peu d'expliquer que les bénéfices sont largement supérieurs par rapport aux risques. Il n'y a pas de traitement où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, je ne connais pas un traitement. Le paracétamol, il y a des risques. Maintenant, si vous voyez un peu l'Occident, ils ont utilisé ces vaccins que nous sommes en train d'utiliser aux États-Unis, en Europe, et je pense qu'ils ont vacciné en masse. C'est ce qui a permis, c'est clair, ce qui a permis de baisser la mortalité nettement et les hospitalisations. On le voit en Angleterre. C'est vrai que le nombre de cas toujours augmente, mais la mortalité a baissé de manière drastique et les hospitalisations aussi. Absolument. Mais on parle aujourd'hui aussi de réticence. On en a parlé, en tout cas, les 3 derniers jours, vraisemblablement. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés vers la vaccination, mais est-ce qu'il y a eu une adhésion au niveau du corps médical, par exemple à votre niveau, docteur? Oui, effectivement. On a parlé de réticence aussi, même au sein du corps médical, effectivement. C'est vrai que quand la campagne vaccinale a commencé au niveau des différents hôpitaux algériens, c'est vrai qu'au départ, on se bousculait pour aller se faire vacciner, on ne se cache pas la face, mais de plus en plus, on a une adhésion à la vaccination et les gens demandent tous les jours il faut que je me fasse vacciner, je veux me protéger, je veux protéger ma famille. Je pense qu'il y a une prise de conscience que c'est une arme qu'on a sous la main et qui est là, qui est disponible et il faut l'utiliser pour ce virus qui est mortel. Oui, je pense que la population aussi est en train de prendre conscience. Professeur Nafti, alors on a vu qu'en France, il y a eu l'obligation désormais justement de faire vacciner le personnel médical. En Italie aussi, ils sont en justice carrément, les médecins italiens. Est-ce qu'on pourrait aller justement vers l'injonction de l'acte thérapeutique ou de la vaccination en Algérie aussi? S'il n'y a pas adhésion... Mais bien entendu, vous êtes au front, madame. Vous avez des malades qui sont infectants et vous pouvez être vous-même infectant. Le nombre de patients qui vont dans les hôpitaux pour des pathologies non liées au Covid et qui sortent avec le Covid est effrayant. L'hôpital est un lieu de contamination. Absolument. Et le corps médical, alors je veux dire les professionnels de santé en général, sont aussi des vecteurs. Comment voulez-vous soigner des gens alors que vous-même vous n'êtes pas protégé? Moi je pense que c'est un non-sens. Moi je lance un appel à tous les confrères, à toutes les consoeurs, à tous les infirmiers, à toutes les sages-femmes, à tous les professionnels de santé d'adhérer à cette campagne de vaccination parce que d'abord on donne l'exemple. Ce qui est très important, parce que si un médecin n'est pas vacciné, je ne vois pas pourquoi il va obliger son malade à se faire vacciner. S'il n'est pas convaincu par lui. S'il n'est pas convaincu par la vaccination, comment voulez-vous le convaincre? Moi, j'ai fait des petites enquêtes à l'époque où j'étais sur l'hôpital universitaire. 5% du personnel médical se vaccine contre la grippe. 5%. Oui.
C'est effrayant. Il y a beaucoup de réticences, effectivement. Voilà. Non, je m'excuse. La vaccination, je pense que c'est un moyen de protection qui a fait ses preuves, comme dit le professeur Djigdjik, depuis une centaine d'années. Alors, il n'est pas question de le remettre en question et c'est à nous d'essayer de le diffuser parmi la population. Alors, faisons-le et s'il y a des réticences, il faut sanctionner. Moi, je suis d'accord. Vous savez, il y a certains hôpitaux, surtout dans les pays scandinaves, vous ne pouvez pas exercer la médecine si vous n'avez pas le vaccin. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part aussi, si aujourd'hui on a des réticences, c'est que quelque part, il y a eu un problème dans la communication, c'est-à-dire au lieu de se focaliser par exemple sur les acquisitions, il aurait fallu peut-être qu'on fasse plus de pédagogie, professeur Nafti. Je suis d'accord, la pédagogie doit venir bien en première position. La pédagogie, la sensibilisation, l'explication, parce qu'il faut qu'on adhère à l'idée. Parce que le faire forcer, moi je trouve que c'est un peu humiliant pour un personnel soignant. Non, non. Du fait de votre profil professionnel, vous ne devez avoir aucune réticence à vous faire vacciner. Alors s'il vous plaît, adhérez à la démarche. Il ne reste plus beaucoup de temps, alors c'est le moment un peu de conclure. C'est la conclusion. La semaine prochaine, ça sera l'Aïd al-Adha, donc on sait très bien que malheureusement ou heureusement, nos fêtes sont toujours des rassemblements familiaux, peut-être dans le contexte actuel, c'est, on va dire malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut recommander dans la situation actuelle? Peut-être un retour vers le confinement, professeur Djigdjik? Malheureusement, quelles sont les mesures urgentes qu'on devrait prendre? Malheureusement, on est en train de revivre la même situation que l'année dernière. C'est drôle, mais c'est comme ça. En juillet dernier. L'histoire se répète. En juillet, on était ensemble, si vous vous rappelez. Je pense que l'Aïd al-Adha, c'est une fête religieuse qui fait rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que le risque est là. Moi, je pense que cette vague, si on veut la contrôler, si on veut éviter que les hôpitaux soient saturés, respectant les gestes barrières. Je pense que l'Udhiya, si elle doit se faire, c'est vraiment chez des familles vraiment pas nombreuses, c'est-à-dire qu'on doit éviter les regroupements de 10, 20, 30 personnes, parce qu'on voit comment on égorge dans les quartiers, 20, 30 personnes, ça c'est vraiment à éviter. Celui qui peut égorger dans sa maison 2, 3, 4 personnes, mais je pense que les regroupements de 20, 30 personnes dans un quartier, c'est un véritable danger pour les hôpitaux et pour la population. Oui, docteur Mehoub, vous avez le mot de fin justement. Oui, donc moi je reviens sur les mesures barrières, c'est clair. Je mets un virus qui ne baisse pas malheureusement avec les variants. Tout à fait, avec le virus qui est là malheureusement, qui est toujours présent. Quand on voit le nombre de cas augmenter quotidiennement, quand on voit les malades mourir quotidiennement, quand on voit nos confrères mourir quotidiennement, donc il faut réagir par rapport à ça. Il faut que la population soit consciente que les mesures barrières, c'est la première arme qu'on a, qu'il ne faut jamais se relâcher. On peut vivre sa vie normalement, mais au moins en prenant ses précautions. Et c'est le seul moyen pour éviter qu'il y ait une ascension brutale d'un grand nombre de malades. Donc impossible, quel que soit l'organisme de santé auquel vous êtes ou que vous avez, il ne pourra pas faire face à tout et prendre en charge tous ces patients. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère que votre message est arrivé. Alors, les mots à retenir, bien sûr, vaccination et mesures barrières. Faites attention à vous. C'est une phrase qu'on a tendance à dire banalement, mais faites attention à vous. Je vous donne rendez-vous prochainement. C'était la fin de cette saison. C'était la dernière émission de cette saison. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur la page de l'émission. Un remerciement particulier à monsieur Fatah Bourboun qui écrivait donc des poèmes sur les contenus des émissions. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Faites attention à vous encore une fois. Au revoir.